C'est bon. Alors, chers amis, on va démarrer tout de suite cette session Richard, loi de finances 2023. J'allais vous faire une surprise en disant que tous nos amis en live que we start in English now. Because since you are in Richard, next time it will be full in English. And we will never announce that it will be English. So, pour cette loi, on va avoir français, mais la prochaine fois, ça sera fully English, with English tea time. It's time for English tea time. Donc, on va démarrer tout de suite. Et alors, je vais vous donner rapidement le temps de vol de cette rencontre. Le temps de vol, on démarre par, tout de suite, dans un premier temps, par le mot de Mme Resta Zgani, qui est expert comptable commissaire aux comptes et qui va nous donner une vision globale de ce qu'est aujourd'hui cette rencontre, loi de finances 2023. Et ça démarre tout de suite. Et donc, ça démarre. Ça pour la parole. Merci, cher confrère. Mesdames, Messieurs, adhérents de la Chambre de commerce britannique du Maroc, ravi de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de notre événement hybride pour le projet de loi de finances 2023 en attendant la circulaire. Nous tenons absolument à remercier chacun d'entre vous d'être présent pour cette journée importante qui se concentre sur l'analyse et la discussion des défis économiques et financiers pour l'année 2023. Nous tenons également à remercier tous ceux qui nous suivent en ligne en ce moment, sachant qu'il s'agit d'une session hybride. Le projet de loi de finances est un document crucial pour le développement économique de notre nation demain. Il définit les priorités et les objectifs budgétaires pour l'année à venir et joue un rôle crucial dans la planification stratégique de l'État. En tant que Chambre de commerce, nous avons le devoir de nous assurer que les intérêts des entreprises et des investisseurs soient pris en compte dans les décisions budgétaires. Aujourd'hui, nous allons explorer les impacts potentiels du projet de la loi de finances 2023 sur l'économie de notre nation, le Maroc, et sur les entreprises en particulier. Nous allons donc discuter des défis et des opportunités liées à la taxation, à l'inflation, aux impôts et aux réformes économiques. Nous allons également aborder les questions clés telles que la création d'emplois, le soutien à la croissance des PME, TPE, la stabilité financière et les investissements étrangers. Nous sommes convaincus que cet événement sera riche en enseignements et en débats passionnants. Nous sommes persuadés que les expertises présentes ici parmi nous permettront de mieux comprendre les implications des projets de loi de finances 2023 et de déterminer les mesures nécessaires pour soutenir la croissance économique et renforcer la compétitivité du Maroc. Avec nous aujourd'hui, des pénélistes de marque qu'on remercie chaleureusement d'avoir accepté nos invitations pour cet événement. Monsieur Adil Hidan, adjoint au directeur des études et des prévisions financières au ministère de l'économie et des finances, qui va nous donner un rappel du contexte et du cadre macroéconomique du déploiement de la loi des finances. Merci d'être avec nous ce soir. Monsieur le Driss Brada, conseiller auprès de la Direction générale des impôts, la DGI, qui va nous donner une vue d'ensemble des dispositions fiscales de la loi de finances 2023. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Brada. Nous remercions également et chaleureusement notre ami, cher confrère, monsieur Yassine Benchron, expert comptable commissaire aux comptes et responsable commission fiscale de l'ordre des experts comptables, la CGM Risk, qui a accepté de modérer ce débat. Cet événement est le vôtre. N'hésitez surtout pas à poser des questions à la fin de cet échange. Avant de donner la parole à notre modérateur, on n'oublie pas de remercier nos sponsors. Nous tenons absolument à remercier nos partenaires. L'OCP Group, Spirit Aerosystem, Kutubia, Bank of Africa, British International Group, HDD Investissement, ANP, les eaux minérales de Wellmess et sans oublier CH Bank. Nous vous souhaitons un excellent débat. Merci, mesdames et messieurs. Merci beaucoup,
chers consoeurs, pour ce mot d'introduction. Et je vais me permettre très rapidement de rebondir sur tout ce qui vient d'être dit pour rappeler grosso modo sur le contexte actuel, je ne vais pas rentrer dans le détail, sur le contexte actuel de la loi de finances 2023. Nous connaissons tous aujourd'hui dans quelles conditions la loi de finances, je veux dire, a été préparée, guerre en Ukraine, les bouleversements aujourd'hui qu'on connaît de par le monde. On a parlé, je me permets en introduction, on a parlé tout à l'heure entre nous, avec les intervenants, sur ce que sera demain l'intelligence artificielle, sur les chamboulements des modèles économiques. Donc, c'est des vrais sujets qui se posent et quelque part, ça impacte directement les budgets et les business models des États-nations. Et je voudrais me permettre, et je me suis permis depuis peut-être une quinzaine d'années, je fais un petit exercice que je vais partager avec vous en prélude à l'intervention de M. Vidal. Je me suis permis de me dire que ça serait opportun d'en parler. Si on peut juste lancer le diapo. Juste un petit rappel, je me suis permis, comme chaque année, de reprendre un peu les chiffres du budget de l'État marocain, et je me permets chaque année de faire un petit retraitement, de façon à essayer de faire une lecture du budget de l'État marocain selon ce que j'appellerais le Maroc SA. J'essaie de transformer le budget de l'État marocain en ce que serait ce bilan pour une entreprise. Et je m'inspire en ça d'une norme que vous devez connaître quand vous intéressez à la comptabilité internationale. C'est la norme IASF, le cash flow, c'est le tableau des flux de trésorerie, du cash. Et j'essaie un peu de transformer ces états budgétaires, s'ils sont des comptabilité budgétaire, j'essaie de transformer. La tendance lourde sur ces 15 dernières années, je pense que j'ai commencé en 2016, on est sur 15-16 ans. La tendance lourde n'a pas changé sur ces 15 dernières années. Si je prends mes recettes, dépenses, activités ordinaires, je suis toujours déficitaire. Donc, ça, c'est une tendance qui est stable. Je suis sur un volet. Ensuite, je suis sur, encore une fois, l'idée, c'est de dire comment je finance. Je finance à chaque fois recettes d'emprunt. Cette année, je suis à 129 milliards. Produit cession de participation, j'ai 24 milliards. Et j'aboutis cette année à un déficit de 64 milliards de dirhams estimé. Donc, pour dire que sur le récurrent, bien évidemment, tout le monde me dit que effectivement, on ne peut pas faire cette lecture au niveau de l'État, etc. Mais ça permet d'avoir une idée, un ordre de grandeur de ce que serait un bilan. Vous savez que sous d'autres cieux, les États ont commencé à établir des bilans. Dans le cas de la France, ils ont démarré en 2005 à établir des bilans actifs, passifs, CTC. Vous imaginez, je vais me permettre de lancer un sujet, c'est que vous imaginez aujourd'hui que si je prends la caisse marocaine de retraite, si je prends sa dette actuarielle, elle serait estimée à l'équivalent du PIB du Maroc. Donc si je la comptabilise au passif, au niveau de ce bilan État Maroc SA, comment je fais pour financer? Donc c'est vraiment comment concevoir un modèle économique qui puisse intégrer toute la panoplie de mesures, etc. Je me permets, je ne vais pas m'attarder, mais je me permets juste de lancer quelques idées. Et encore une fois, pour se dire le business model de Maroc SA, comment l'appréhender? Moi, je me permets chaque année aussi de faire cet exercice de dire notre budget Maroc SA, il est autour de 70 milliards de dollars. Aujourd'hui, quand je vais aller voir les bénéfices Aramco, le bénéfice net, ce n'est pas le chiffre d'affaires d'Aramco, ils ont fait en 2021 105 milliards de dollars. C'est pour dire aussi qu'il est comment se positionner. Pour les 40 millions d'habitants, on a un budget qui est de 60-70. Il y a des entreprises, vous avez dû le voir hier matin, Total a annoncé un bénéfice sur 2022 de 21 milliards d'euros. Et dans les 21 milliards d'euros, ils ont 15 milliards de provisions pour dépréciation. Ça veut dire par exemple, ils ont fait 36 milliards, ils ont provisionné la Russie, etc. Ce matin, BNP Paribas a annoncé 20 milliards d'euros, je pense, de bénéfices, etc. C'est pour dire qu'à un moment donné, il faut se positionner pour dire quel est le modèle économique approprié. C'est peut-être l'intelligence artificielle, c'est peut-être des choses intéressantes, c'est peut-être la crypto-monnaie. Je me permets ce petit prélude et sans plus tarder, je ne vais pas monopoliser la parole. Je donne la parole à Adel Vidal qui va nous éclairer
vu avec la vision de la DEPF sur ce qu'est le cadre macroéconomique, loi de finances 2023, pour la parole, c'est. Merci Cécile pour cette brillante, je dirais, introduction. Écoute, peut-être rapidement réagir par rapport à ce que vous venez de vous présenter, c'est très intéressant, moi, je trouve. Mais malheureusement, les choses ne sont pas et on ne peut pas caler justement un bilan des lectures d'entreprise justement sur quand on gère un peu les finances publiques d'un État. Parce qu'un exercice pour nous, un exercice de la finance, c'est une optimisation sous contrainte. Mieux encore, quand ces contraintes-là, on ne les maîtrise pas, et quand on est justement dans un contexte qui est justement, je dirais, affecté par plusieurs crises successives que personne, je dirais même les prévisionnistes les plus brillants, je dirais, ne les voient pas. Donc, autre chose, je dirais, par rapport même à notre lecture, et en faisant cette comparaison par rapport justement à nos budgets par rapport à ces entreprises, par rapport à ces entreprises, donc, je veux dire que tout est à l'actif de l'État finalement, parce qu'il arrive à mieux faire fonctionner son budget et faire face à des enjeux et des défis vraiment de taille. Des grands enjeux et des grands défis. Voilà, donc c'était un peu juste pour une petite réplique, mais franchement, c'est très intéressant. Je vous en félicite. Alors, c'est vrai que sur rencontre, où je dirais le focus, c'est les mesures sur le fiscal, la fiscalité, bien sûr, qui intéresse cette entreprise en premier lieu. Mais je me suis dit quand même, il serait opportun qu'on explique, c'est-à-dire qu'on met un peu le focus sur dans quel contexte déjà a été pensée cette loi de finances et bien sûr dans quelle perspective devrait se déployer cette loi de finances. Donc je ne vais pas vous apprendre grand chose, notamment sur le contexte international, parce que vous savez peut-être mieux que moi ce qui se passe au pays. Mais non, la croissance est prometteur en 2021, mais une croissance qui est vite refroidie parce que il y avait d'une part des pressions inflationnistes qui commencent à se générer après la pandémie. Puis il y avait la guerre en Ukraine qui a justement mis pression justement sur cet élan de croissance pour l'interrompre. Mais Dieu merci, on n'a pas sombré dans la récession qu'on s'était prévu dans les premières prévisions. Et du coup, on peut qualifier l'année 2022 d'une année de résilience, même à l'international. Et même les perspectives pour 2023, bien sûr, ce sont des perspectives de dégradation. Mais quand on compare les prévisions du FMI entre janvier 2023 et octobre 2022, il y a un regain, je dirais, d'optimisme, parce qu'on passe de 2,7 niveau international à 2,9. Donc, en quelque sorte, nous, quand on fait un peu de exercice de prévision, et quand on est justement à chaque fois interpellé à revoir, par exemple, un indicateur tel que la demande étrangère à des Maroc, on se dit, tiens, on était vigilant, il faut le rester. Et j'espère qu'on aura de bonnes surprises dans les mois à venir. Donc, une dégradation qui se dessine en 2023, parce que derrière, évidemment, il y a des pressions inflationnistes suite à l'envoi des matières premières. Donc, il y avait une hausse vertigineuse des matières premières, le gaz, le carburant, le cuivre, j'en passe, les prix alimentaires aussi, le lait, le maïs. Généralement, des pressions inflationnistes à deux chiffres. Dans l'ensemble, je dirais, dans la quasi-totalité des pays du monde, abstraction des crises économiques, qui n'ont pas vraiment ressenti un peu ces pressions inflationnistes. C'est des évolutions à deux chiffres, mais le ressenti risque d'être pire. Voilà. Donc, avec une moyenne mondiale de 20%. Et bien évidemment, suite à l'envolée et à cette pression inflationniste, l'intervention de banques centrales, la BCE au niveau européen, la Fed au niveau des États-Unis, ce qui a justement généré, je dirais, un resserrement monétaire très important. Donc, grosso modo, voilà un peu ce qui se passe au niveau international. Au niveau national, le Maroc n'a pas été à l'abri de ces ans de choc. Parce que nous aussi, on a su plein fouet un peu ces crises. C'est vrai qu'on a fait
c'est-à-dire une nette amélioration du taux de croissance, c'est 0,8% de 2021. Mais en 2022, on revient à 1,5. Donc, on devrait achever l'année 2022 à un taux de croissance de 1,5. Et là aussi, c'est une optimisation sous contrainte, parce qu'on était confronté à la crise, aux pressions inflationnistes, à tout ce qui se passe autour de nous, mais également à l'IME sèche. Donc, même le ciel n'était pas clément avec nous. Et du coup, on a eu une campagne agricole quand même parmi les plus faibles durant cette décennie. Pour les autres agrégats, j'y ai revenu durant ma présentation. Alors, une photo de la conjoncture à clôture de l'année 2022. Donc, c'est un bilan mitigé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une agriculture qui a peiné durant la conjoncture. Il y a d'autres secteurs qui ont quand même continué un peu l'élan de cette reprise qui observe en 2020, en 2021. Et on est même parti pour retrouver les niveaux de 2019 qui étaient dépassés pour certains secteurs. Là, je cite en l'occurrence le secteur de l'énergie, le secteur du tourisme, le secteur du transport aussi, la pêche. Voilà. Il y a d'autres secteurs qui continuent à partir, en l'occurrence le secteur du BTP. C'est un secteur justement qui trouve du mal justement à retrouver un peu sa dynamique observée d'avant-crise. Au niveau des échanges extérieurs, les choses semblent partir, je dirais, d'une manière très profonde. On enregistre des évolutions à des chiffres pour l'ensemble des secteurs exportateurs au niveau national. Donc, soit en automobile, l'aéronautique, l'OCP, flexi aussi, j'en passe. Mais ceci n'a pas empêché, justement, parce que face à cet embellie au niveau des exportations, on avait une facture énergétique qui est beaucoup pesée sur le déficit commercial. Donc, c'est un déficit qui se dégrade. Il y a de couverture également qui s'est dégradée courant 2022. Au niveau des crédits bancaires, là, les choses semblent bien passer en 2022. Même au niveau des crédits du secteur financier, des crédits aux sociétés financières, même au niveau des ménages. Donc les choses se sont bien comportées au niveau de 2022. Un point sur les finances, un point sur l'inflation. C'est très important de dire qu'en 2022, on a suivi, comme j'ai dit, sur un l'ensemble des pays, ces pressions inflationnistes, un IPC qui a avoisiné le 6,6% dans la clôture de l'année, mais les choses, bien sûr, drivées par deux composantes, le transport et l'alimentaire, mais les choses allaient être plus graves s'il n'y avait pas l'intervention. Je voudrais rappeler que, quand même, justement, pour un peu contenir un peu on a dépensé quelque chose autour de 45 millions de dirhams entre tout ce qui est soutien prix, tout ce qui est système de compensation, et bien sûr tout ce qui est éventuel à apporter à certains secteurs, driver de cette inflation, en l'occurrence le secteur du transport. Des analyses récentes que nous avons fait en interne, ils montrent que c'est-à-dire si ces mesures n'ont pas été entreprises au temps opportun, on serait justement à une inflation qui dépasse 10%. Et bien évidemment, un point très important, c'est quand même qu'on reste à un niveau maîtrisé. Si on compare par rapport à d'autres pays, mais de la région. Là, tu vois l'Égypte, la Turquie, c'est 80%. La Tunisie, c'est un 2 chiffres. L'Égypte également, c'est un 2 chiffres. Donc, on peut se dire que les choses semblent mieux se comporter chez nous. Un mot sur les finances publiques, très rapidement, une année où il y avait un an de déficit, face à l'IS, parce que l'année 2021, c'est une année de reprise, donc automatiquement, l'IS 2022 dépend de 2021, donc on a eu des recettes qui sont bien comportées. Face également, il y avait des dépenses, notamment des dépenses de compensation, mais également la marge de l'investissement. On n'a pas fait une valeur d'ajustement, même dans ce temps de crise, c'est-à-dire qu'on a maintenu l'investissement à ces niveaux, justement parce que derrière, il y a beaucoup de choses qui se profilent, notamment de grands projets sur le plan social, sur le plan économique, l'infrastructure, qu'on devrait assurer. Ceci, justement, comme je l'ai dit, a généré un allègement du déficit budgétaire. Et là, je crois qu'on est sur un sentier probant,
puisqu'on passe de plus de 7% en 2020 à moins 5,5% en 2022, en 2021, on a moins 5 en 2022, et on fait encore, je crois, moins 4,5 en 2023. Pour les perspectives économiques en 2023, là je l'ai mis en rouge que ça veut dire des prévisions. Ils sont soumises à révision parce que le contexte est difficile. Donc, ni le temps, ni l'étendue, ni la rémanence des crises, on ne peut pas le maîtriser. On essaie justement d'actualiser au fur et à mesure en ayant des hypothèses. Pour cette année, on maintient l'hypothèse pour le secteur agricole de 75 millions de kilos. On maintient également une demande étrangère, une évolution en position de l'ordre de 2,5%, entre 4% en 2022. Et on maintient un prix de Brent de 93 $ le baril, et 800 $ la tonne du gaz naturel. Moyennant ces hypothèses, nous envisageons que la croissance économique serait de 4% en 2023, sous un double effet. Il y a l'effet valeur ajoutée agricole, comme on parle sur une année moyenne de 75 millions de kilos, donc après une année sécheresse, donc avec des bases, on serait à une croissance de 13%, mais également au niveau non agricole, la valeur ajoutée non agricole, on serait autour de 3,5%, ce qu'il y a une reprise avérée de plusieurs secteurs. Là, j'ai cité le secteur du tourisme et du transport, il y a d'autres secteurs également qui devraient reprendre, moyennant tout l'arsenal, tout l'appareil des mesures qui sont entreprises dans l'actuelle année de finances. Quand on compare un peu les prévisions avec les autres organismes de prévision internationale, je crois que l'ensemble des organismes convergent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de croissance entre 3 et 4% du Maroc. Quand on diverge par rapport à l'inflation, pourquoi cette divergence? Parce que la vitesse d'apaisement des tensions inflationnistes, il y a une différence de perception. Pour nous, les choses devraient en principe se rétablir et revenir à l'ordre. Quand je dis revenir à l'ordre, c'est-à-dire qu'on n'est pas cessé plombé en continu. Déjà, quand on est un baril de Brent à 80 $, on ne devrait pas s'attendre à 60 $. À ce niveau, si c'est pas mal. Donc, comme j'ai dit, donc, déjà, la vitesse est également à la prise en considération des mesures qui ont été entreprises pour le soutien des prix, même en 2020. Avec une enveloppe de chaque compensation de 26 milliards d'euros, donc l'État est là qui s'est volonté justement de continuer à soutenir les prix. Du coup, pour nous, le fait de dire qu'on serait à un niveau d'inflation de 2%, c'est-à-dire on ne se leurre pas, on n'est pas en train de rêver, mais comme je l'ai dit, c'est des choses, c'est une différence, comme j'ai dit, dans la perception quant à l'apaisement des pressions inflationnistes. Peut-être on ne serait pas à 2, mais on ne serait pas à 2. Alors, très rapidement, je vais rappeler les objectifs de la finance, parce que c'est un peu l'objectif de développement après cette lecture, je dirais, de la conjoncture. Donc, la finance, qui s'est assignée comme premier objectif, un objectif social, c'est l'État social, moyennant la poursuite de la généralisation de cette année. 2022 déjà, on a fait un grand pas en termes de généralisation de l'argent. Cette année, ça va être un peu on va toucher aux allocations familiales. On va entamer justement la réforme du secteur de la santé, parce que sans un secteur de santé et une offre de santé qui répond à cette réforme, les choses justement ne se produiront pas comme on veut. Bien évidemment, il y a le lancement de la réflexion. Aussi, les choses commencent cette année. La question de l'éducation est assignée comme priorité pour la finance 2023. Un chiffre qui va tout résumer. Entre éducation et santé, on est à 100 milliards d'euros. Donc, vous pouvez justement juger vous-même c'est-à-dire l'importance donnée par l'État aux secteurs sociaux et à ces entreprises. Et bien évidemment, sont mettre la question de l'emploi.
et l'entrepreneuriat, avec toutes les initiatives qui ont été lancées, qui vont être consolidées au courant de l'année 2023, Aouraj, Tehfiz, Indelaqa, Forza et j'en passe. Alors, pour tout ce qui est relance économique, alors cette année, ça va être l'année du déploiement de très important. C'est un grand chantier. Il y a beaucoup d'attentes par rapport à ce chantier pour justement promouvoir davantage l'investissement et surtout l'investissement privé. Parce qu'on veut viser justement à changer ce paradigme de un tiers de tiers et de l'inverser. Il faudrait avoir les deux tiers l'investissement qui provient du secteur privé et un tiers du secteur public. On va poursuivre justement, comme je l'ai dit, l'investissement, ce n'est pas la variable d'ajustement quand on crée des déficits budgétaires, au contraire, on le maintient même dans le temps de crise. C'est pourquoi l'investissement public il est aux alentours de 300 milliards de dirhams pour l'année 2023. Bien évidemment, pour accompagner cette dynamique, je dirais, pour l'implémentation de la chambre d'investissement, il faut justement s'intéresser à tout ce qui est aspect gouvernance. Il y a la grande réforme attendue cette année, les CRI qui vont changer de tutelle politique, qui vont venir justement dépendant du chef de gouvernement, donc justement pour accompagner ces dynamiques souhaitées. Il y a l'opérationnalisation du plan 6, c'est dans le domaine c'est toujours la commission de décision. Et également la promotion du produit national, le média locaux. Dans le cadre de la substitution des importations, on a recensé un potentiel quand même de 63 millions d'euros. Il y a une banque de projets qui est là, avec la dynamique qu'on souhaite instituer moyennant la mise en place de la charte d'investissement. Je crois que c'est deux choses qui se complètent justement pour la promotion du média locaux. Il y a bien sûr la grande réforme et la mise en place de l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État. Justement, c'est pour revoir un peu le rôle de l'État en tant que partie prenante dans l'action des métiers. Le troisième objectif, c'est un objectif qui est en relation avec le territoire, la promotion des territoires. Il y a la poursuite du grand chantier de l'aide, de la recherche avancée, donc les 10 milliards de dirhams qui nous sont alloués. Il y a également la poursuite du grand projet de la réduction des disparités sociales avec les 6 milliards en fait. Il y a ce projet à cheval, la réforme de l'eau, entre tout ce qui est économique, il y a une dimension territoriale très importante. Pour ça, je l'ai mis avec tout ce qui est dans des territoires. Donc, vous savez, le relevé magique du secteur de l'eau, justement, comme facteur de production. Et dernier point, c'est la poursuite du processus de consolidation budgétaire. C'est en fait, tout ce qui est consolidation et préservation des équipes fondamentaux, c'est un principe constitutionnel. Et c'est un objectif qui est récurrent dans les finances. Parce que sans la préservation des équilibres macroéconomiques, tout ce chantier, je dirais, de réforme, toute cette volonté volontariste de réforme risque de s'écrouler. Donc, moyennant le déploiement progressif de la réforme fiscale, tout à l'heure, c'est vraiment parler de manière plus détaillée, mais on a commencé des choses dans le cadre de la carte 79, notamment en matière de l'IS. Il y a des choses qui devraient suivre à moyen terme, en termes d'IR et de TVH. Il y a également la promotion des financements non générateurs d'endettement, en l'occurrence les financements de TPP, et également tout ce qui est gestion et train d'État, et beaucoup de qui vont se faire courant cette année. Et je terminerai par le maintien de l'investissement, comme j'en ai dit tout à l'heure. Donc, grosso modo, voilà un peu les perspectives dans lesquelles devrait se déployer la finance. Et je reste à votre disposition pour l'échange. Voilà. Merci beaucoup, c'est Adi pour ce brillant exposé. Et je vous invite aussi à toutes les personnes qui nous suivent en webinaire à poser vos questions, comme ça on aura l'occasion de poser aux éminents intervenants. Peut-être moi j'aurais une petite question. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je me suis permis, parlant d'intelligence artificielle, de poser la question à ChatGPT. J'ai fait un test. Alors, réponse de ChatGPT sur loi de finances 2023, je suis à jour uniquement à fin décembre 2021. Ça, pendant la prochaine fois, on essaiera de faire le test. Donc, un petit test que je me suis permis de faire. C'est une question que j'ai déjà peut-être une première question assez digitale sur peut-être qu'on aura l'occasion de répondre tout à l'heure, mais
Juste sur les interventions qu'on a vues aujourd'hui devant que vous allez sur le marché secondaire, est-ce que vous avez une position par rapport à ça, un avis? Je ne sais pas si vous pouvez répondre maintenant après. Parce que j'ai vu qu'on va parler dans la presse, on va parler dans les réseaux sociaux, un peu, il y en a qui font des choses avec des vidéos, etc. Très rapidement, comme ça, on va parler. Très rapidement, tout ce que je peux faire, c'est de transférer cette question à la compétence. Donc, je ne devrais demander les explications. Je me suis permis, je sais que ça fait deux ans un peu. Et donc, on va rebondir maintenant sur la suite. Donc, on va rentrer dans la matière fiscale. Nous avons la chance d'avoir sur ce webinaire, sur cette rencontre, Richard, M. Desbarada, qui est conseiller auprès de la Direction générale des impôts. On a eu l'occasion d'échanger. Le peu qu'on a échangé tout à l'heure augure d'une présentation très riche et très intéressante qui va apporter une grande valeur ajoutée. La parole est à vous, c'est Barada. Voilà. Avant d'aborder les dispositions de la loi de finances, donc aujourd'hui on est en train de la loi de finances 2023, nous allons essayer tout d'abord de vous présenter un petit peu le sommaire. Donc, dans un premier temps, nous allons voir un peu le contexte de l'élaboration de cette loi de finances, comment ça a été fait. Puis après, on va traiter un peu les points qui ont été un petit peu le dispositif qui a fait l'objet de changements de la loi de finances 2023. Donc, la première, c'est la convergence vers l'ODIS, aujourd'hui, comme vous le savez, donc on traitera après. Le réaménagement des régimes des zones d'accélération industrielle et du CFC, la révision du régime des comptes des OPCI, la révision de la définition des sociétés après, je pense que de toute façon le plan est là, nous allons revenir un petit peu. Alors, pour ce qui est du contexte, le point de départ, comme vous le savez, la fiscalité au Maroc, depuis 1984, c'est-à-dire la loi 383, qui a institué les grandes familles d'impôts qu'on connaît un peu, l'IS, la TVA et l'IR. Comme vous le savez bien, la TVA a été instituée en 85, l'IS en 86 et l'IR en 86. C'était la loi 4, le point de départ. Avant, nous avions des impôts séculaires avec la TS. À partir de ce moment, on est rentré dans ce loi. Et depuis, donc, est venue la deuxième loi 4 de 2020. Cette loi 4 a été le fruit des travaux des assises nationales qui se sont déroulées en 2010. C'est des assises qui ont impliqué un peu l'ensemble des intervenants sur l'activité économique et l'État. Ils ont émis un certain nombre de recommandations. Ces recommandations étaient au nombre de 78, dont 25 touchés aux droits fondamentaux, parmi lesquels on trouve un peu le principe de la consécration du principe de l'égalité d'impôt, de l'égalité des droits d'impôt, l'engagement de l'État à faire respecter la loi par tous, le principe de la transparence et de l'accès à l'information, comme vous l'avez sollicité autrefois. Puis après, il y avait près 23 qui touchaient à la rationalité économique, parmi lesquels on trouve la fameuse convergence vers la neutralité totale de la TVA. Comme vous le savez aujourd'hui, au niveau marocain, fiscalité marocaine, la TVA n'est pas neutre, ce qui impacte la trésorerie des entreprises. Donc, les assises de 2019 ont traité de la neutralité, mais ça n'a pas abouti. 2013 ont traité aussi, et dernièrement, donc, ça a été consacré comme un principe fondamental sur lequel il va falloir faire quelque chose d'ici 5 ans. Enfin, il y avait la cohésion et l'inclusion, donc trouver une fiscalité adaptée aux petites et moyennes entreprises, qui a été fait à travers le CPE, la contribution professionnelle unique, et le financement de la solidarité par l'élargissement de l'assiette. Le surplus qui va, je dirais, être généré par ce travail, par ces nouvelles dispositions, servira à revoir la progressivité, faire baisser la pression fiscale, et en même temps servira à financer la cohésion sociale. Et enfin, la bonne gouvernance à travers une administration efficace et pertinente. Donc, à travers ces recommandations, il y a eu la loi 4 de 2021. Donc, c'est une loi 4 qui a des objectifs, un certain nombre d'objectifs que vous savez bien. Donc, le renforcement de la contribution de la fiscalité de l'État et des collectivités territoriales dans le financement des politiques, la baisse de la pression fiscale, la consécration du principe de la neutralité fiscale, la convergence des dispositions fiscales avec les règles générales de droit et des règles comptables en vigueur. Et donc, vous avez un petit peu la convergence vers l'IA globale, un certain nombre d'objectifs qui ont été fixés par cette loi. Cette loi 4 a aussi mis, c'est-à-dire a prévu, c'est-à-dire les conditions de mise en œuvre. Donc, pour ce qui est des conditions de mise en œuvre, donc nous avons
tout cet article, c'est-à-dire aujourd'hui toutes les mesures prioritaires. Donc, c'est un délai de 5 mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Donc, l'article 15, donc tout ce qui est prévu par l'article 4, 9 et 13 devrait être, je dirais, acté durant ces 5 dernières années. C'est ce qui a été fait. C'est pour vous mettre un petit peu, parce que c'est une loi de finances qui a suscité énormément de débats. Donc, le sous-bassement, c'est un loi cadre. Vous allez voir un petit peu le point client et les autres mesures, normalement, la mise en œuvre progressive en fonction de l'accomplissement de la. Finalement, les priorités, voilà, les mécanismes et modalités des objectifs fondamentaux. Alors, ces pratiques devraient être normalement actées sur les 5 ans à partir de 2021, c'est-à-dire échéance fin 2026. Donc, vous trouvez le premier, c'est la consécration du principe de la neutralité. Ça n'a pas été travaillé. Cette année, on a travaillé 2 éléments sur la TVA, à savoir le rehaussement du taux des professions libérales de 10 à 20% et l'exonération, à l'instar des prestataires des services, des professions économiques. 2 éléments. Alors, pour ce qui est de la convergence progressive vers un taux unifié de matières pièces, c'est ce qui a été fait cette année. Donc, c'est l'aboutissement vers 2026 vers un taux de 20% pour les entreprises, la baisse de ISPA à 10%, et finalement, la convergence des taux prévus par les régimes préférentiels vers un taux unifié. Nous avons des régimes préférentiels, nous avons été un petit peu, je dirais, travailler avec les différents organismes, c'est-à-dire de un petit peu d'avoir ces taux préférentiels. Comme vous le savez, aujourd'hui, la zone CFC et CEDAI bénéficient des taux spécifiques de 15%. Aujourd'hui, c'est le droit commun qui s'applique à tout le monde. La baisse progressive des taux de la cotisation minimale, c'est ce qui a été acté au niveau du secteur de finance. La mise en place des incitations favorisant le développement des entreprises innovantes. Je crois que 2023 sera un petit peu l'année pour cet élément. Alors, le réaménagement doit bien être lié à l'élargissement de la de l'eau. Donc, cette problématique de réaménagement de taux a été posée. Ce qui a été fait cette année un petit peu, c'est la révision de l'abattement professionnel, qui a été révisé. Le barème n'a pas été touché. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toucher le barème, ça a des répercussions budgétaires très lourdes aujourd'hui. Ça ne profite pas vraiment. Pour pouvoir revoir ce barème, il va falloir tout d'abord élargir l'assiette pour pouvoir un petit peu compenser. L'adaptation et l'amélioration du régime de la contribution professionnelle unique, comme vous l'avez aujourd'hui, c'est un régime de contribution professionnelle. Donc, pour l'intégration de l'informel, un travail devrait être fait pour que ce régime soit plus approprié à intégrer les personnes qui travaillent dans l'informel aujourd'hui. La mise en conformité avec les guidelines en matière de fiscalité internationale, donc ce qui a été fait CFC, ce qui a été aussi fait pour la distribution, pour l'exonération des distributions des zones d'accélération pour les limitant en non-résidents, il y a un certain nombre de dispositifs qu'on va essayer de traiter. La garantie des droits des contribuables et de ceux de l'administration. La refonte des règles relatives à la fiscalité des collectivités territoriales, c'est un grand chantier normalement. On devrait changer le reste des semaines, de ne plus être l'assiette ne devrait plus être sur la valeur locative, mais sur un élément autre pour pouvoir donner plus d'incitation à l'investissement. Et enfin, la rationalisation des règles d'assiette et de recouvrement de la part fiscale. Alors, le premier point qui a été traité par cette loi de finances, c'est la convergence des taux. Comme vous le savez, aujourd'hui, avant la loi de finances 2023, nous avons des taux de pièces qui dépendaient du bénéfice fiscal, de la nature d'activité du secteur économique. Nous avions des taux de 10, de 15, de 20, 26, 31 et 35. Le 10, c'est pour les gens qui ont un bénéfice inférieur à 300 000 grammes. Le 15, c'est pour les sociétés qui ont statut CFC et les sociétés installées dans la zone d'accélération industrielle. Le 20%, c'est pour les gens qui ont un bénéfice entre 300 et 1 million de grammes. Le 26, c'est les établissements industriels qui ont un chiffre d'affaires à un bénéfice entre 1 million et 100 000 grammes. Le 31, c'est l'ensemble des entreprises qui ont un bénéfice entre 1 et 100 000, supérieur à 100 millions, 1 million de grammes. Et enfin, le 37% pour les établissements. Alors, la convergence vers 2026, ça c'est l'ensemble des entreprises seront soumises à un taux de 20%, à l'exception des sociétés qui réalisent un bénéfice supérieur à 100 millions de grammes et qui sont au nombre de 144, et les établissements de crédit, les établissements bancaires et les sociétés d'assurance et assurance, donc le CDG. Donc finalement, le taux pour 2026, je dirais pour la quasi-majorité des entreprises au monde, ça sera un taux très compétitif par rapport à, je dirais, à l'IS pratiqué dans le monde entier. Quand on voit les deux pour le 35 et 40%,
je dirais, c'est un portefeuille de 200 entreprises qui sont concernées par ce dispositif. Et ça, c'est dans le principe de la solidarité. Alors, pour parvenir, je dirais bien, bien chemin, janvier 2023, donc pour arriver, voilà un peu la feuille de route. Donc, pour ceux qui étaient à 31% aujourd'hui, pour atterrir à 20%, donc voilà les taux. Donc, finalement, ils passeront par ces taux-là. 31, 28, 25, 25. Ça sera un petit peu difficile pour les praticiens de la fiscalité. Moi aussi, de toute façon, il faut prendre la baisse. Oui, c'est, moi, j'arrive pas. C'est-à-dire, le principe, c'est quoi? Vous prenez un peu la baisse, c'est-à-dire, on va de 31 à 20, et vous divisez par 4. Moi, j'ai trouvé la suite. Et là, vous avez le chiffre. Comme je ne suis pas très fort dans le calcul, donc, je vous laisse faire. Donc, voilà un petit peu le chemin. Donc, il y a de ceux qui restent, ceux qui. Mais de toute façon, au 1er janvier, à partir du 1er janvier 2026, tout le monde sera imposé à 20%. Ou 35%. Pour ceux dont le bénéfice est supérieur à 100 millions de dirhams. Donc, pour les gens qui ont un bénéfice supérieur à 100 millions de dirhams, ils ne peuvent quitter ce bénéfice que s'ils réalisent 3 années consécutives un bénéfice inférieur à 100 millions. Et pour la période transitoire, si vous avez un bénéfice de 100 millions de dirhams, il n'y a pas de. C'est-à-dire pour la période, vous restez à 35. Pour les établissements bancaires et de crédit, 37 vers 40. Voilà un petit peu. Alors, pour atténuer l'impact pour les entreprises qui ont vu un peu leur taux augmenter, c'est-à-dire les petites entreprises qui ont passé de 10 à 20%, donc il y a la baisse plutôt de la cotisation minimale. Donc, là, c'est une recommandation des assises fiscales et qui a été reprise par les objectifs de l'avocat. Donc, la cotisation minimale baissera de 0,5 à 0,25% pour l'ensemble des entreprises. On ne parle plus de bénéfices avant amortissement pour tout le monde. Et puis, ceux qui sont à 6%, ils passeront à 4%. Et ceux qui sont à 0,25%, c'est-à-dire ceux qui vendent des produits de première nécessité, ils passeront à 5,15%. Donc, il y a une baisse de la cotisation minimale. Cette baisse est à partir de l'année prochaine. Il n'y a pas de transition. Puis après, nous avons la réduction des taux de la retenue à la source sur les produits des actions par social de revenus assimilés. Donc, ils passeront. Aujourd'hui, comme vous le savez, les distributions, ils sont à 15%. Donc, ils passeront à 10% en 2026. Là aussi, donc, il y a un petit chemin à parcourir. Donc, 10, 11, 25, 12, 50, 13. Et là aussi, pour les bénéfices, normalement, si on avait des bénéfices, c'est-à-dire qu'on va un peu, c'est-à-dire on va taxer sur le plus ancien. Peut-être que ça va répondre à ce point. Mais moi, je vous le dis là, aujourd'hui, si vous avez, c'est-à-dire c'est du plus long. Si vous distribuez, c'est-à-dire que vous avez un bénéfice sur 2018-2019, donc la première partie a fonctionné sur 2018. S'il reste quelque chose, c'est sur 2019. D'accord? Sinon, donc, c'est pas. Donc, il faut préciser l'origine du bénéfice à destiner. Si c'est avant 2023, c'est l'année d'imposition. Après 2023, donc finalement aussi, c'est. Et puis, nous avons quelque chose donc, qui a été proposé, c'est-à-dire pour ce qui est des investissements de plateforme de 60% concernant le réinvestissement de la plus-value, donc il a été reconduit jusqu'en 2026. S'agissant des CFC et ZAI, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont changé. Alors, pour ce qui est de CFC, donc le taux est passé, comme on l'a dit, de 15 à 20%. Pour atténuer cet impact, donc il y a eu une provision pour investissement déductible de 25% du bénéfice fiscal après recours déficitaire et avant. Donc, normalement, avec le 25%, on est 75%, 15%, donc on reste sur les. Donc, finalement, c'est une provision d'investissement déductible. Donc, normalement, ils peuvent investir dans l'achat de titres qu'ils doivent consommer pendant 4 ans. On peut dire que les gens qui sont aujourd'hui dans les CFC, avec cette provision, ils resteront un petit peu sur un taux, je dirais, total de. Alors, donc, 3 sociétés de courtage en assurance, des avantages en matière d'IR périlleux par les sociétés ayant le statut CFC. Donc, comme vous le savez, donc, finalement, les sociétés financières, c'est-à-dire les banques, les assurances et les sociétés de courtage en assurance, étaient exclues en 2021 des avantages. Donc, mais finalement, 2022, les sociétés de courtage en assurance ont été réintégrées dans le statut de CFC. Donc, le personnel aussi peut bénéficier d'avantages de 20%. Parce que, comme vous le savez, le personnel de CFC, qui est en statut CFC, bénéficie d'un taux de 20% sur les 10 années qui suivent la date de retraite. Alors, la limitation d'exonération en matière d'IS prévue en faveur des sociétés ayant l'expiration des 60, il y avait des sociétés qui bénéficient davantage, puis, une fois obtenu le statut CFC, ils ont 5 ans, donc
Aujourd'hui, ce n'est plus la date d'obtention de le statut, mais c'est la date de début de création. Et là, aujourd'hui, normalement, c'est-à-dire pour les incitations fiscales, donc l'élargissement d'exclusion des avantages fiscaux en matière tiers, aussi bien au niveau des zones d'accélération fiscale que CFC, il y a le personnel des banques. Comme vous le savez actuellement, au niveau des zones d'accès des banques, aujourd'hui, leur personnel bénéficie davantage. Alors qu'il est banques qui financent ces banques et qui sont à l'extérieur, ils sont taxés au droit. Dans le cas de la rationalisation des incitations, donc ces gens-là ont été exclus de l'avantage de voilà un petit peu, on a déjà traité là, ce qui est écrit. Alors là, c'est le régime fiscal des OPC. Alors ce régime a été induit en 2017. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce régime? Alors pour ce qui est pour les sociétés actionnaires, donc ils étaient dispensés de la retenue à la source. Une fois qu'ils inscrivent les dividendes distribués par les sociétés, ils bénéficient d'un abattement de 500%. Pour les personnes physiques, il y avait un taux de rapport de 15%, parce que c'était considéré comme des revenus de capitaux mobiles. Et puis après, donc, normalement, avec la création de ces OPCI, il y a eu des incitations, je dirais, dérogatoires. C'est-à-dire pour ceux qui apportent des actifs immobiliers aux OPCI, il y avait un sursis de version. Et il y avait un abattement de 50% une fois cédés les titres acquis au titre de ces actes. Voilà un peu le montage global des OPCI. Qu'est-ce qui a changé? Donc, l'abattement de 60% a été réduit à 40%. Mais à condition que les OPCI ouvrent leur capital à hauteur de 40%. Ça, c'est une condition. La deuxième, l'abattement de 50% à la cession, à la sortie, après le sursis, a été supprimé. Et l'avantage qui était dérogatoire est devenu permanent. Tous ceux qui veulent apporter aujourd'hui des actifs aux OPCI bénéficient de sursis de biens. Voilà un peu le tableau global de ce qui s'est passé. Alors, là, peut-être que c'est un point très technique, c'est la vision de la définition des sociétés à prépondérance. Comme vous le savez aujourd'hui, les sociétés à prépondérance, c'est des sociétés qui détiennent 60% de l'actif brut immobilisé, soit des immeubles, soit des titres. Des sociétés transparentes. Donc là, on a changé pour vers les standards internationaux. Donc ce n'est plus les 70%, ce n'est les 75%, mais c'est 50%. Et cette fois-ci, ce n'est plus le brut d'actifs immobilisés, mais c'est l'actif brut. Donc même les stocks aujourd'hui, quand ils ne sont pas destinés à l'habitation, sont considérés dans cette étude. Et là, peut-être, c'est un dispositif de régulation de l'association fiscale des entreprises. Aujourd'hui, comme vous le savez, le portefeuille de l'administration fiscale, il y a beaucoup de sociétés qui sont inactives. Aujourd'hui, ils sont énormes. 250 000. Ça, vous connaissez les chiffres si vous connaissez ça. Alors, ces sociétés aujourd'hui, ce dispositif fiscal. Donc aujourd'hui, pour ces sociétés qui sont soit en possession minimale, pendant les 3 années, soit ils ne déclarent pas aujourd'hui, ils peuvent demander la radiation totale de leur entreprise, moyennant le paiement de 5 000 dirhams par an sur les années mobilisées. Et ils peuvent être dispensés du contrôle fiscal, à condition qu'il n'y ait pas un actif quelque chose. Donc il y a de l'information de l'administration fiscale, et si jamais il y a rien du tout, de toute façon, c'est des gens qui peuvent. Ça, c'est le. Alors, pour ce qui est de la suspension provisoire, donc ces sociétés ont un mécanisme administratif. Aujourd'hui, ça a été pratiqué au niveau de l'administration. Mais là, c'est légal. C'est la loi qui le prévoit. Donc, les sociétés qui n'ont pas exercé l'administration fiscale, ils envoient une lettre avec accusé de réception pour les inviter à déposer leur déclaration. Sociétés qui n'ont pas de déclaration. Alors, s'ils ne réagissent pas, ces sociétés seront inscrites dans ce qu'on appelle le registre des sociétés inactives. Et là, les conséquences, c'est que les factures émises par ces sociétés ne sont plus déductibles. Bien sûr, il va y avoir, cette information sera portée à la connaissance des entreprises. Alors, voilà un peu le but. Toutes ces sociétés aujourd'hui qui sont là, je ne sais pas, possèdent des manœuvres qui sont parfois pas correctes. Donc aujourd'hui, normalement, il y a ce nouveau mécanisme un petit peu pour améliorer, je dirais de manière générale, la conformité fiscale. Alors, là, on est arrivé un petit peu à un point qui a soulevé beaucoup de débats. Vous avez la recommandation. Et c'est la recommandation.
Alors, la retenue à la source, c'est-à-dire sur le plan, je dirais, rien n'a changé. C'est les modalités de recouvrement qui ont changé. Le texte de loi n'a pas changé. C'est-à-dire que finalement, ce que vous avez payé en 2022, c'est ce que vous payez, mais aujourd'hui, ce qui a changé, c'est les mois de recours. Aujourd'hui, tout ce qui est honoraire, commission de poche. Alors, il y a deux éléments. Si ce n'est pas aujourd'hui, pour les personnes morales, il y a une retenue de 5% sur le montant qui doit verser au niveau de la recette d'administration fiscale. La société pour laquelle on a prélevé 5% peut imputer sur le premier compte. Et si ce n'est pas la compte, c'est la règle. S'il n'arrive pas, on va imputer sur elle. Et l'excédent est restitué. Alors, pour les personnes physiques, aujourd'hui, c'est 10%. Et là, ce n'est pas les banques, c'est-à-dire et les personnes morales et les personnes physiques soumises au régime de la comptabilité. Alors, quand ils versent des rémunérations à ces honoraires de commission, ils sont dans l'obligation d'opérer les 10% et de la verser au trésor. Voilà, avec un droit de restitution. Imputation, si ce n'est pas imputé, qui peut être imputé. Donc, ils peuvent être imputés sur la scène, sur Yes, et sur les attentes et sur Yes. Voilà. Alors là, pour ce qui est des personnels enseignants, comme vous le savez, le personnel enseignant travaillait dans l'enseignement était soumis à une notation à la source de 17%. D'accord? C'est-à-dire le personnel non permanent des écoles. Alors que pour les autres entreprises, le personnel non permanent était soumis à 30%. Là, c'est une harmonisation. Donc, tout le personnel non permanent aujourd'hui est soumis à une retenue à la source de 30% non libératoire. 30% libératoire. Alors, s'agissant de la contribution sociale, donc c'est une reconduction jusqu'en 2026. Donc là, un petit peu, vous avez les taux supérieurs à 40 millions, aujourd'hui 105%. Donc, c'est le maintien. Pour l'effort, je ne sais pas, pour financer ce qu'a dit mon ami Ali. Donc là, on a maintenu un petit peu la solidarité. Il y a beaucoup de choses à dire. Pardon. Alors, là, on est au niveau de l'IA. Pour tout ce qui touche à la promotion de l'eau. Alors, nous avons deux dispositifs. Alors, le premier est prévu par l'article 57. C'est-à-dire pour les salaires inférieurs à 10 000 dirhams servis par les entreprises créées entre le 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022, donc les salaires versés normalement, ils étaient exonérés pendant une durée de 24 heures, avec bien sûr des conditions. Les conditions, c'est des contrats de durée déterminée, et le recrutement devait être fait dans les 2 années qui suivent la date de début d'activité. Donc ce mécanisme a été aussi prorogé jusqu'en 2015. Alors le deuxième est prévu par les dispositions dérogables, par l'article 240. Et là, c'est pour les premiers contrats de travail. Et ça, c'était par la loi de finances de l'année 2021. Ça a été pour 2021 et 2022. C'est-à-dire les sociétés qui recrutent un salarié pour un premier contrat de travail, c'est-à-dire il y a le bénéfice du salarié, de l'exonération pendant 36 mois, indépendamment de la date de l'emploi. Tous les salariés nouvellement recrutés dans le cadre d'un contrat nouvel bénéficient de l'exonération pendant 36 mois. Pas les conditions, mais il y avait la condition d'âge, qui est toujours là. C'est-à-dire l'âge devait être inférieur à 35 ans, et l'âge de 35 ans et les contrats de durée indéterminée. Les deux dispositifs. Il faut beaucoup parler de, parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui travaillent, maintenant, ils sont exonérés pendant 30 ans, ce qui incitera énormément les entreprises à. Alors, et là, le deuxième élément, c'est la classification des seuils de l'exonération en matière apportée en cas de licenciement ou de départ. Comme vous le savez, avant la loi de finances 2023, c'est-à-dire ce qui était exonéré, ce qui était prévu par la législation et les dispositions en vigueur, c'est-à-dire ce qui était prévu par le code de travail. Ce qui posait énormément de, je dirais, de soucis, parce que les lectures étaient divergentes. Il y avait une lecture de l'État et puis il y a une lecture de l'administration fiscale. On ne se mettait jamais d'accord sur le mode de calcul de ces indemnités. Là, c'est
Aujourd'hui, le montant inférieur à 1 million de dirhams est exonéré. Le surplus est taxé dans les conditions de droit, avec les paiements, bien sûr, sur 4. Là, on ne peut plus diverger. Et ce qu'il faut savoir, c'est le texte est clair. Non-option, toute disposition contraire. C'est des gens qui vont dire aujourd'hui que le code de travail est son argent. Tout ce qui est dommage d'intérêt, tout ce qui est sans plus. Là, aujourd'hui, le dispositif, c'est-à-dire non-obstant toute disposition, c'est-à-dire en matière de droit, en matière de loi fiscale, c'est le code général des impôts. Pour le code général des impôts, donc, ces indemnités, dans la limite d'un million de dirhams, sont exonérées, le surplus est taxé dans les conditions de droit. Alors là, c'est concernant l'allègement de la charge fiscale des choses. Comme vous le savez, donc, finalement, en fait, vous avez un petit peu de pouvoir d'achat aux salariés. Donc là, vous avez un peu taux forfaitaire de déduction de passer devant donc les frais professionnels. Pour ceux qui étaient à 20%, ils sont passés à 35%. Pour les revenus inférieurs à 78 000. Pour les revenus supérieurs à 78 000, ils sont passés de 20 à 25%. Ce qui a donné un petit peu de. Et pour les pensions, les rentes légères, donc l'abattement prévu de 60% est passé à 62%. Pour les pensions inférieures à 168 000 francs, il est resté à 40% pour les surplus. Voilà un petit peu ce qui a été fait au niveau du calcul de l'IR. Alors là, c'est l'incitation à l'épargne dans les contrats d'assurance. Là aussi, c'est quelque chose qui a soulevé énormément de débats. Les gens ils étaient un petit peu très agités de savoir de quoi il s'agit. Comme vous le savez aujourd'hui, quand les gens cotisent des retraites complètes, les gens normalement, dans la limite soit 10% du revenu global, soit 50% du salaire, c'était déductible selon l'article 28. Et finalement, aujourd'hui, s'ils arrivent à accomplir avec les deux conditions, 50 ans d'âge et 8 ans, ils bénéficient à la sortie, quand ils reçoivent leur capital d'un abattement de 40%. C'était un peu le mécanisme. En cas de rachat, normalement, il y avait la retenue à la source, mais selon le barème progressif de droit. C'est ce que les gens faisaient des rachats inférieurs à 30 000 dirhams, là, c'était un petit peu des mécanismes. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est quoi? L'âge de 50 ans a été réduit à 45. Il n'y a plus, donc les gens qui ont 45 ans aujourd'hui peuvent bénéficier. La durée de 8 ans a été maintenue. Et l'instauration, aujourd'hui, d'une retenue à la source par l'organisme qui verse en cas d'achat de 15%. Avec bien sûr l'obligation de déposer en fin d'année la déclaration du revenu. Donc les 15% sont non déclarés. Voilà un peu Donc aujourd'hui, il y a eu cette augmentation de l'abattement de 40 à 60%, quelque chose qui va faciliter un petit peu. Alors là, on est arrivé un petit peu à l'IRP. Et là, voilà, ça touche tout le monde. Qu'est-ce qui a changé en matière d'IRP? Alors, ce qui a changé en matière les taux n'ont pas changé. Alors aujourd'hui, la loi de finances 2023 a prévu un nouveau mécanisme, je dirais, d'avis préalable par l'administration. Donc les gens aujourd'hui qui vendent un bien, alors que ces dispositifs entrent en vigueur à partir du 1er juillet 2023, pas à partir. Et nous parlons. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc les gens qui ont vendu, donc ils ont un compromis rencontré, ils peuvent demander à l'administration fiscale, selon un imprimé par voie électronique, l'avis d'administration fiscale, avant de conclure. Et l'administration a l'obligation de répondre dans un délai de 60 jours. Il va vous dire, est-ce que votre déclaration éventuelle est conforme? Il va vous donner un état de liquidation. Si vous êtes d'accord avec l'administration, il va y avoir de l'échange. Aujourd'hui, avant qu'on. Si vous êtes d'accord, quand vous déposez votre déclaration, vous ne faites plus l'objet du contrôle de l'administration. Aujourd'hui, les gens payent la cotisation communale, et pas après, ils se retrouvent avec des blocages de comptes, des APD, énormément de. Le différencier, on ne parle plus de aujourd'hui, c'est ce qu'il faut savoir aujourd'hui. Donc ça, c'est un avis, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est prévu par la loi. Aujourd'hui, vous pouvez demander à l'administration, voilà, je vais vendre ce bien, je ne sais pas, 1 million de francs, voilà mes investissements, voilà ce que j'ai fait, et vous pouvez même apporter que cette maison, je ne sais pas, il n'est pas orienté sud,
d'accord, vous pouvez apporter vos éléments. Et là, vous faites un peu l'économie d'une taxation d'un problème. Et finalement, vous pouvez discuter avec l'administration et l'administration va vous motiver, va vous dire voilà, en fonction des éléments que vous allez produire, est-ce que votre déclaration est correcte? Et là, il n'y a plus de procédure de rectification. Si vous êtes C'est assimilé à une dispute fiscale. aujourd'hui, c'est vraiment un très très bon mécanisme qui fonctionne de manière je peux éviter de contentieux aujourd'hui qu'on vit actuellement. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas demandé, le minimum à verser au moment de la souscription de la déclaration, c'est 5%. C'est tout. C'est un petit peu le temps. Alors, le deuxième élément aujourd'hui, comme vous savez, pour les biens qui sont rentrés dans le périmètre va à partir de 2030, il était à 30%. Donc le taux est descendu à 20%. La technique aujourd'hui est à 20%. C'est si mal. C'est ça, c'est 20% de Alors, pour ce qui est des conditions d'exonération, comme vous le savez aujourd'hui, pour bénéficier de l'exonération, il faut que vous habitez dans votre maison à titre d'habitation principale pendant 6 ans. Il faut que la cession soit inférieure à 4 millions de biens. C'est soumis à l'application unique. Donc, il y avait actuellement aussi énormément de divergences sur l'interprétation de l'habitation. Cette loi de finances a bien clarifié la notion d'habitation. Donc, la durée a été réduite à 5 ans au lieu de 6 ans. Et là, pour l'habitation principale, si vous avez une seule maison, s'il n'est pas loué ou avec un usage professionnel, c'est votre habitation. Si vous avez plusieurs maisons, à condition qu'ils ne soient ni loués ni avec un usage professionnel, vous pouvez choisir celle désignée pour le crédit. C'est votre habitation principale. Pour les Marocains résidant à l'étranger, même la maison quand il est affecté à leurs parents, à leurs enfants, c'est-à-dire ligne directe aujourd'hui, ils peuvent bénéficier. Donc, ce qui règle de manière définitive cette divergence d'interprétation de l'habitation. Donc, une femme aujourd'hui mariée qui a une seule maison, il faisait énormément quand il dit que vous êtes fiers. Aujourd'hui, s'il a une seule maison, c'est son habitation principale et il peut bénéficier de l'exonération. Alors, là, on est un petit peu sur la révision des régimes d'imposition des revenus fonciers. Si vous n'arrivez pas à comprendre, vous pouvez. Alors, qu'est-ce qui s'est? Comme vous le savez, aujourd'hui, les revenus fonciers sont soumis à la retenue à la source, à des taux de 10 et 15% libéraux. Donc, aujourd'hui, quand une société loue un bien auprès d'un particulier, le particulier, il a deux choses. Soit qu'il opte pour l'option de paiement spontané, auquel cas la société n'opère pas la retenue à la source, ou il n'opte pas en paiement spontané, auquel cas c'est la société ou la personne physique soumise au régime de la comptabilité pour faire la retenue à la source. La retenue à la source, c'est 10% pour le loyer brut imposable inférieur à 120 000 dirhams, et il est de 15% pour le revenu brut imposable et supérieur à 100 000. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est taux ne sont plus libres. Le mécanisme. L'option a été supprimée. C'est-à-dire aujourd'hui, vous ne pouvez plus opter pour le faire. Et en fin d'année, vous devez déposer une déclaration, et tout ça dans le cadre de la fin d'agence que je disais de l'eau. Ça, c'est l'ordre. Aujourd'hui, tous les revenus normalement devraient être déclarés. Donc, les 10 et 15% sont plus libéraux, parce que, c'est-à-dire avant 2023, les revenus fonciers étaient taxés à 10%, donc les salaires étaient taxés à 30%, chose qu'on ne peut pas comprendre de même manière. Donc aujourd'hui, tout ce qui a changé, c'est la déclaration de la suppression de l'option et la déclaration. Donc, ils seront taxés à 38% s'ils sont supérieurs à seuil de la 10 au taux prévu par le arrêt. Je crois que c'est bien. Ça va bien. Pas du tout. C'est très bien. Non. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant, moi je vous ai dit avocats. Je sais, aujourd'hui, c'est très bien. On est aujourd'hui dans la sécurité chouette. Si vous voulez voir ce qui va se passer dans les réponses fiscales d'ici 5 ans, vous n'avez qu'à consulter l'avocat. Donc, rien aujourd'hui n'a été acté au niveau de la loi de finances ne sort du cadre de la. Donc, aujourd'hui, pour tous les investisseurs, pour les gens de l'extérieur,
En matière fiscale, aujourd'hui, il y a une transparence. On sait où on va. Je me permets juste d'être un petit peu. Ok, je vais te donner il y a énormément de choses. Juste une petite intervention, une alerte pour fin février, c'est les entreprises qui avaient reçu les années précédentes une option de propriétaire qui n'est plus valable pour cette année. Je dois désormais faire la retenue cette année en 2023. Pour ce qui est de l'année 2023, les salaires versés, les loyers versés sont régis par le nouveau dispositif. Ça veut dire que l'entreprise qui avait cette option, ils doivent savoir qu'il n'est plus valable. Ils doivent retenir à partir du 1er janvier. C'est notre rôle. janvier 2023. 2023, c'est avant fin février, ils vont payer la retenue sur le mois de janvier. Aujourd'hui, il faut communiquer, l'administration fiscale communique, le partenaire communique Je peux faire aujourd'hui. juste. Exactement. Aujourd'hui, tous les loyers versés à partir du 1er janvier, concernant bien sûr pas les loyers 2023, aujourd'hui, sont concernés par le nouveau dispositif. Donc, on attend 2024 pour faire la déclaration. La retenue, c'est 2023. C'est mensuel. La déclaration, c'est-à-dire il y a deux choses. Il y a le locataire qui doit opérer la retenue à la source et la verser dans le mois successif. Il y a le propriétaire qui doit avoir des versements et faire sa déclaration en fin d'année. Au mois de février 2020. Voilà, c'est ce que je dis, 2022. C'est-à-dire par des locataires. Moi, je suis locataire, je suis une entreprise. J'avais l'année dernière, mon propriétaire m'avait donné l'option. Donc, voici un qui paye. Cette option n'est plus valable. C'est le 1er janvier 2023. Je dois désormais faire la retenue de 10%, 13% et la déclarer sur le site de l'administration fiscale. L'année prochaine. Non, cette année, 2023, 1er janvier. À partir de janvier, oui, janvier, je vais On en revient faire. là-dessus. Alors, je me permets. Et là, l'harmonisation des régimes des entreprises personnelles. Comme vous le savez aujourd'hui, un certain nombre de secteurs, ils étaient taxés au taux spécifique de 20% au lieu d'être au barème. Vous avez le secteur touristique, hôtelier, l'entreprise d'Italie, minière. Alors ces gens-là passeront au régime, c'est-à-dire de droit commun, de barème progressif. Mais un dispositif transitoire a été prévu par cette loi. C'est-à-dire 2023, 2024, ils resteront au taux spécifique de 20%. Donc, ils devraient normalement passer, personne morale pour pouvoir utiliser pour permettre un petit peu la restructuration de ce secteur. Alors là, c'est le statut d'auto-entrepreneur. Comme vous le savez aujourd'hui, donc l'auto-entrepreneur, donc c'est des gens aujourd'hui, donc il y a eu la constatation d'un certain nombre, je dirais, de comportements, à quel moment respectueux ces personnes qui étaient détenues. Ce qui était prévu aujourd'hui, c'est-à-dire quand vous avez un auto-entrepreneur qui lui verse plus de 80 millions, c'est triste. Le client doit opérer la retenue sur le surplus à 30%, qui est aussi libre. Tout ça, c'est pour éviter l'utilisation du public. Ce qu'on a vu et constaté, qu'il y a beaucoup de sociétés qui profitent de ce régime qui était destiné normalement à intégrer les gens de l'informel et pour aider les gens à se structurer par des gens. Donc aujourd'hui, tous ceux qui versent un montant supérieur à 80 millions sont dans l'obligation d'opérer la retenue de 30%. Et ici, nous allons arriver un petit peu à quelque chose que tout le monde a entendu dans le jeu de mots, c'est le nouveau régime d'imposition des avocats. Alors là, je vais vous dire d'entrer quelque chose. Au niveau de l'impôt à payer, rien n'a changé. Rien. Là aussi, c'est les modalités de recours. Ce qui était prévu, ce qui a été aujourd'hui prévu par le dispositif, c'est qu'aujourd'hui, pour les affaires, normalement, pour lesquelles il a touché quelque chose en partie ou peut-être, l'avocat, normalement, doit verser son dirham par dossier. À l'exception, bien sûr, d'un certain nombre de dossiers qui sont exemptés ou qui sont entrés aux affaires. Donc, il peut opter pour deux méthodes. Soit pour chaque affaire, il va verser son dirham chez le greffier, soit attendre le mois de janvier de l'année d'après et déposer en même temps, avant la cotisation minimale, le total des affaires pour laquelle il a reçu et payer son dirham par dossier. Ce montant est imputable sur la cotisation minimale, qui est prévue aujourd'hui, et à défaut, il est imputable sur. C'est tout. Et vous avez vu le débat que ça suit. L'obligation de mon identifiant.
écoutez, l'obligation, je ne crois pas que quelqu'un qui travaille ne va pas avoir. Peut-être que ni le lieu, ni. Aussi, c'est des changements en matière TVA, comme vous le savez, donc les prestataires de services qui travaillent dans un chiffre d'affaires inférieur à 500 milliards étaient exonérés de la TVA sans droit d'évaluation. Alors, cette exonération a été élargie aussi aux professions réglementées, parce qu'ils étaient exclus. Donc aujourd'hui, les avocats peuvent, aujourd'hui, s'ils ont un chiffre d'affaires inférieur à 500 milliards, ne plus déposer de déclaration à partir du 1er juin. Alors pour les clients débiteurs, ils doivent déposer un état des clients débiteurs et les montants encaissés relatifs aux services rendus avant le 1er janvier 2023 devraient faire l'objet de déclaration. Voilà. Et puis enfin, l'alignement de la TVA, comme finalement pour les avocats, les chercheurs, les syndicats. Le taux est passé un petit peu dans le cadre, je dirais, d'éviter un petit peu l'effet de pouvoir. Et pour passer à la neutralité de la TVA, tout le monde a été relevé à 1%. Alors, pour ce qui est des activités d'agriculture, comme vous le savez aujourd'hui, les agriculteurs personnes physiques qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions de francs étaient dispensés de la déclaration en matière. Vous avez la dispense de la terre. La loi de finances aujourd'hui a que dispense. Tout le monde va déposer une. Ils sont exonérés, rien n'a changé, mais la déclaration doit être déposée. Une déclaration simplifiée. Là aussi, c'est dans le cadre de la convergence vers la déclaration. Et c'est une des recommandations des assises et un des objectifs de la loi. Le deuxième élément aujourd'hui, c'est que pour le matériel agricole, investissement, il était dispensé de formalité. C'est-à-dire qu'il était vendu à tout le monde, sans attestation, sans formalité. Enfin, exonéré de la TVA. Donc là, pour le matériel destiné exclusivement à l'agriculture aujourd'hui, il obéit à la formalité. Mais c'est une formalité qui peut être obtenue de manière électronique. Donc ils feront leur demande de manière électronique. On recevra leur attestation d'exonération avec bien sûr la mention matérielle de l'acquis d'exonération. Et enfin, donc, quelques mesures. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui ont des voitures depuis 10 ans, qui s'en sortent dans des garages. Puis après, donc, comme vous le savez, la vignette est. Alors, ce dispositif pour les gens qui veulent un petit peu des voitures qui ne sont plus utilisées, donc, ils peuvent aujourd'hui payer une année, la dernière année, de vignette, et retirer de la circulation, c'est les deux conditions. Le retrait définitif de circulation et le paiement de cette année. Beaucoup de gens aujourd'hui qui se retrouvent aujourd'hui avec 10 ans, 15 ans de venir en pays concernant des véhicules. Donc, avec ce dispositif aujourd'hui, tous ceux qui ont des véhicules, je ne sais pas, qui sont quelque part, et qui veulent un petit peu être en règle avec aussi bien des services techniques qu'avec l'administration, ils peuvent payer la vignette de la dernière année et retirer définitivement de circulation. Ça, c'est la première. Le deuxième, c'est l'institution de l'obligation des concessionnaires de recouvrer le droit de timbre proportionnel. Les véhicules dont le montant est supérieur à 400 millions. Donc, quand ils étaient acquis par un particulier ou le compte d'un particulier, donc c'était au niveau de la demande, mais il n'y avait pas d'obligation pour les concessionnaires. Donc aujourd'hui, ils ont l'obligation avec tout ce qui suit s'ils ne respectent pas ça. Et finalement, donc, il y a eu la dématérialisation de timbre pour la carte nationale et pour la fiche. D'ici que donc, les gens ne paieront plus sans empreinte pour les cartes. Mais ça sera un timbre électronique à l'instar de ce qui a été fait avec le passeport. Et voilà. Et merci pour votre attention. J'espère que j'étais clair. Si vous avez des questions, voilà, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cyril Baradar, pour cet exposé très riche. Parce que cette année, on a eu une loi de finances très dense, et c'est pour ça que nous avons beaucoup de mesures. Encore une fois, merci pour nous avoir éclairé avec l'ensemble des dispositions. Je vais peut-être rajouter quelques petites. Comme j'ai eu l'occasion d'assister à la discussion de la loi de finances au niveau de la Chambre des conseillers, avec le groupe CGM, je vais partager par exemple quelques chiffres. C'est-à-dire que par exemple, les entreprises en veille, nous avions parlé depuis quelques années sur des chiffres 90 000, etc. Le ministre en charge du budget avait donné un chiffre qui est de 250 000
entreprises en vrai. C'est un chiffre qui a été lancé, donc c'est vraiment significatif. Donc maintenant, il faut voir quelle est la tendance de régularisation. Là, on verra un peu sur le contour d'expérience qu'on devrait avoir. Je vais peut-être parler aussi un peu d'OPCI. J'ai fait partie de l'équipe qui a rédigé le plan comptable d'OPCI. C'est vrai que nous n'avons pas, je me permets une chose, jusqu'à présent, nous n'avons pas d'OPCI ouvert grand public. Ça, c'est un vrai sujet. Je pense que c'est aussi l'esprit de la loi de dire, quelque part, l'OPCI, c'est aussi parce que l'idée initiale, c'était de permettre c'est-à-dire à des personnes physiques d'intégrer ce marché, de créer un marché structuré. Je pense que c'est des vrais sujets. Je ne sais pas si nous avons des questions en ligne, mais en tout cas, des questions ouvertes à la salle, bien évidemment. Nous avons l'occasion, la chance d'avoir deux brillants intervenants. Il faut en profiter parce que c'est l'occasion. Est-ce qu'il y a des questions au niveau de la salle? C'est comme un micro. Est-ce qu'on a un micro? Présentez-vous rapidement, comme ça on va la question. Si ça vous dérange. Bonsoir tout le monde. Est-ce que les micros fonctionnent? Est-ce que pour nos amis qui sont au webinaire, je me permets de faire attention? Il faut aller un peu plus tôt pour nos amis au webinaire. Ça marche. Est-ce que c'est bon? C'est bon? C'est pas mal. Alors, moi, je n'ai pas de questions spécifiques par rapport à je remercie les questions pour le moment. Moi, je voudrais juste profiter de la présence de Michel pour lui demander peut-être de nous donner son avis personnel sur la santé financière de notre État. Comment, en faisant la lecture de ce que vous nous avez présenté, vous jugez la santé de notre État? Qualité, futur, ce que vous voulez bien nous dire. Deux, trois questions avant de répondre. Si vous avez deux deuxième question. La première est la plus difficile. Donc, Bonsoir, merci aux intervenants. J'ai une question il faut vous présenter avant si ça vous dérange. Pierre Madel, fiscaliste. En fait, ma question, c'était par rapport à l'obligation de retenir à source pour l'État, les collectivités locales et les publics. Ma question se pose pour les sociétés qui ont une participation étatique, une participation privée. C'est peut-être un point qui va être arrêté par la discussion, mais vous avez. Les sociétés doivent commencer à faire la source et parfois on ne sait pas si une société est considérée détenue par l'État si elle est détenue à hauteur de 51%, 50 plus 1. Merci beaucoup. Merci. Question bien reçue. Deuxième question. Troisième question. C'est pas le technique de micro. Ça va, une société maritime de défense maritime. Question concernant la fiscalité. On a société de navigation étrangère. Donc, on les défend juridiques, donc des avocats, des experts. Donc, on a une question concernant la retenue à ressources. On a bloqué le paiement pour les avocats et les experts. Et une pression, donc, on a comment faire. La première question, est-ce que la retenue à la source s'applique aux factures qui sont antérieures à 2023 et qui seront payées en 2023? C'est clair, la question. C'est très clair. Voilà. C'est très clair. Voilà. Deuxième question, parfois les avocats exceptionnent des factures vers une partie honoraire ou une partie fixe au niveau. Des niveaux qui ne seront pas justifiés avec des pièces justificatives jointes. Est-ce que j'applique la retenue à la totalité de la facture ou bien seulement à la partie du niveau? La date d'effet générateur, j'ai déjà parlé. Nous, on est agent payeur. Agent payeur, c'est quoi? On reçoit les fonds pour le compte des avocats et les experts. On reçoit des fonds de l'étranger et on paye les avocats. Est-ce qu'on, de ce cas, on doit faire aussi appliquer la retenue à la suite? Merci. Question bien reçue. C'est bon? Merci beaucoup pour vos questions qui sont très claires. Est-ce qu'on a une quatrième question ou bien on passe au premier
premier élément de réponse, Sylvain, je veux dire, voilà, il y a une question que, bon, peut-être à laquelle je ne m'attendais pas, mais bon, quand vous dites la santé de l'économie, ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, le développement, c'est une émanation de la croissance, et vice-versa. Le Maroc, quand je parle, c'est-à-dire de cette année en particulier, mais justement pour que je puisse juger un peu, le conjoncturel, il faut que je rentre un peu dans le structurel, pour dire qu'elle a ouvert plusieurs chantiers. Et c'est des chantiers très structurants, cette fois-ci. Puisqu'on a une vision du site, on a un nouveau modèle de développement, et face, bien sûr, on avait des contraintes. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé pour un exercice bâtiment sur une optimisation de ce contrainte. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on a en quelque sorte la voie éclairée. Nous avons bien identifié nos priorités. On est sur des chantiers sur lesquels on n'a pas lâché, c'est-à-dire qu'on les maintient. Et bien évidemment, derrière, il y a le montage financier qui devrait justement les accompagner et les mener à bord. Et ceci me mène à dire que je suis très confiant dans la manière avec laquelle les choses avancent. Et bien évidemment, le financement, c'est-à-dire qui devrait accompagner cette dynamique aussi avance. Autre chose, si je devrais parler cette fois-ci chiffres et pas du moment actuel, à partir de 2020, parce que justement l'année où on a été je dirais, on a reçu, bafoué les effets de la crise de la pandémie, on était sur des grandeurs macroéconomiques, je dirais, en quelque sorte, c'est-à-dire très négatives. Maintenant, je crois qu'on est en train de remonter la pente. Et quand je dis, il suffit que pour justement un peu faire part du carré magique de la macroéconomique, on a quand même une amélioration au niveau du déficit budgétaire. On a également une amélioration au niveau du déficit courant, donc pour tout ce qui est financement économique. On a une amélioration en termes justement d'emploi, c'est-à-dire les choses s'améliorent. On vient d'avoir les chiffres pour 2022, on s'inscrit toujours dans un train justement d'amélioration. Et également au niveau de la croissance, cette année, on s'attend à une fourchette entre 3 et 4%. Donc, le tableau pour moi, les choses justement devraient être très réconfortantes, très probantes pour l'année 2023, mais les risques latents, ils sont là. C'est des risques prééminents au niveau international. Et le Maroc, bien évidemment, il ne peut pas éviter un peu les ondes de ces chocs. Une fois, ils sont un peu autour de nous. Donc, c'est-à-dire une santé économique, je dirais, qui se comporte bien, mais bien sûr avec des risques, des éléments, des garde-fous, effectivement, qu'il faut rester en veille. Il faut surtout développer cette proactivité et bien sûr développer cet esprit d'anticipation pour essayer pas de tout prévoir, mais prévoir au moins une partie et avoir derrière les réponses. Et je crois sur ce plan, là aussi, on est en train de, c'est-à-dire on s'améliore. Donc voilà, grosso modo, je ne veux pas tomber trop dans l'optimisme, mais comme on dit, un pessimiste, c'est un optimiste bien informé. Donc, mais là, je reste quand même optimiste pour l'année. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, les deux questions suivantes fiscales, si je l'avais dit, la parole est à vous. La première question, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui des 5% à retenir, le texte de loi parle. L'État, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publiques et leurs filiales conformément au texte des règlements. Donc, si on rentre dans ce cadre-là, selon les textes en vigueur, il est obligé de faire la retenue, sinon, donc il va falloir voir un petit peu, est-ce qu'il s'agit de collectivités, d'établissements et entreprises publiques ou de leurs filiales? Non. Donc, généralement, au niveau, je crois, de la DEPP, donc, il y a un petit peu la liste de toutes ces entreprises-là. Donc, s'ils sont là-bas, finalement, qui sont dans l'obligation d'opérer, ben, sinon, aujourd'hui, c'est des sociétés comme les autres, et la retenue doit être opérée que pour les
la deuxième question. Donc, quand vous versez, le fait générateur qu'aujourd'hui vous avez obtenu la ressource, c'est verse vraiment la mise à disposition, d'accord? Il y a des honoraires, il y a les commissions. Donc, tout ce que vous allez voir, si les honoraires ont été déclarés, pour la déclaration des honoraires de 2022, ils ont été déclarés. C'est ça. Si ces honoraires n'ont pas été déclarés, parce qu'aujourd'hui, il y a une déclaration des honoraires qui est prévue en même temps que le dépôt de bilan. Les honoraires déjà déclarés, ils obéissent au régime avant 1er janvier 2020. Ceux qui n'ont pas été déclarés obéissent au nouveau dispositif. En ce qui concerne les honoraires de 1er janvier 2020. C'est un petit peu le cadrage est très simple. Donc, votre deuxième question aujourd'hui concernant les débats. Je crois que les débats doivent être justifiés. Le débat, c'est des charges engagées pour le compte. Vous savez, donc, ça, c'est un problème de revoir un petit peu le mode de facturation. Parce que là, quand on parle de débat, c'est des débats. Et là, vous avez une autre question. Question d'agent payeur. Là, aujourd'hui, si vous versez des rémunérations, aujourd'hui, vous représentez, vous touchez une commission, vous êtes dans l'obligation de payer la rémunération. Par exemple, pour verser les impôts, les encaissements à l'État, au fisc, est-ce que je dois prendre en considération la date des chèques ou bien les chèques qui sont apparus sur le relevé de janvier? Vous avez payé une rémunération en janvier. D'accord? Normalement, à la date de paiement, quand vous payez, c'est-à-dire qu'il y a 90% hors taxe de l'entreprise, il y a 10% qui normalement sont censés partir chez vos receveurs d'administration fiscale. Donc, le mois de février, vous devez déclarer par bordereau de versement électronique pour recevoir le montant que vous avez. La date du paiement effectif. Oui. Le relevé, est-ce que c'est le relevé de bancaire ou bien la date saisie sur le chèque? C'est bon, c'est le relevé. Aujourd'hui, vous savez, c'est Le principe de la retenue. C'est-à-dire l'opération qui est faite en même temps, conjointement. Donc aujourd'hui, quand vous verrez, je ne sais pas quand vous payez 20% ici, 90%, les 10%, vous la payez. C'est une même opération. Le générateur, c'est le pour la TVA, c'est de la mention sur votre relevé, comme c'est invité. C'est le même moyen de paiement, c'est considéré comme un moyen de paiement. C'est pas l'encaissement global. Ça, c'est vrai que la loi a prévu cette notion d'inscription en compte du bénéficiaire de la disposition indexée. On est d'accord. Le paiement en janvier qui concerne la facture de 2022, c'est pas. Je vous ai très très clair. Si ces honoraires ont été déclarés dans l'état de 2020, d'accord. S'ils ne sont pas déclarés, parce que entre déclarés et pas déclarés, finalement, si les honoraires ils ont été déclarés dans la déclaration. Là, aujourd'hui, c'est très simple. Vous êtes une entreprise, vous versez des honoraires, des commissions au courtage. Si vous les avez déclarés, si vous les avez déclarés, oui, donc normalement, c'est les trucs de 2020. Je pense qu'on va faire le tour de la question. Je pense que c'est des questions webinaires, c'est ça? Des questions posées par nos amis qui sont en dernière question. Alors, je vais me permettre rapidement de poser ces questions. Est-ce que la loi de finances 2023 est en phase avec les exigences en cours du marché international en termes de durabilité et d'empreinte carbone? Question sur l'empreinte carbone, loi de finances 2023. Quelles sont les principales nouveautés de loi de finances 2023 et en impact sur la gestion des établissements publics? Je pense qu'on en parlait sur la retenue de 5%. Je pense que ça a déjà été abordé. La nouvelle loi de finances est-elle plus avantageuse pour les grandes structures, les PME, TPE? Question. Quel est le fait générateur de la retenue à source de 10%? C'est les honoraires des prestations de services des personnes physiques. Je pense qu'on a répondu sur cette question. Les mécanismes et actions de la loi de finances pour réduire l'inflation. Je pense qu'on a essayé de faire tout à l'heure. Peut-être qu'on a une. Alors, toute la question, c'est un avis sans doute. Mais est-ce que cette loi de finances est plus avantageuse pour les grandes structures ou les PME ou TPE? C'est la même question, je pense, qui se reproduit. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question sur les différents sujets.
bon, je vous invite de toute façon, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, vous avez invité, vous avez... Très rapide une réaction par rapport à ces questions. Donc, juste pour dire que On vous entend. c'est bon. Donc, juste pour dire qu'on ne peut pas tout régler moyennement un projet de finance. Il y a une loi de finance. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que la loi de finance, il répond à un exercice ponctuel pour une année. Mais le train, je dirais, de développement, de croissance et des grandes réformes, bien sûr, c'est un train qui se fait des fois sur une législation, mais plus. L'essentiel, comme je l'ai dit, c'est d'avoir cette vision et bien sûr s'offrir un peu les moyens pour la concrétiser. Et je crois que le travail maintenant qui est au niveau du gouvernement, c'est dans cet esprit. Pour l'empreinte carbone, peut-être si on n'a pas vraiment, peut-être si on avait peut-être les choses de valorisation de douane, je ne sais pas s'il y a des mesures qui ont été entreprises justement pour inciter un peu des incitations justement dans ce sens. Mais tout ce que je veux dire, c'est que quand on voit par exemple ce qui est préconisé au niveau de l'achat d'investissement, maintenant il y a des primes carrément, justement, qui seront dédiées dans le cadre des primes communes à tout ce qui est aspect durabilité. Et également dans les primes sectorielles, au secteur justement qui ont cette, je dirais, ces sensibilités à tout ce qui est climat, changement climatique. Donc, s'il n'y a pas vraiment le levier fiscal pour répondre à une question, il y a d'autres leviers justement qui sont préconisés pour justement répondre à cette question. La question de l'inflation et les mesures et fiscalité, tout ce qui était présenté. Bon, moi, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, franchement, la présentation brillante de ces valeurs-là. Et il a mis l'accent sur des choses très, très importantes. Parce que chaque fois, il montre comment, quand on touche à une fiscalité, comment ça a un impact et sur l'entreprise et sur le ménage. Très simplement, pour justement contenir l'inflation, il faut agir sur les deux leviers à la fois. Sur la consommation des ménages, c'est le pouvoir d'achat, chose faite peut-être moyennant les mesures qui ont été entreprises dans le cadre de l'IR, mais aussi ce qui est en train d'être passé maintenant pour la TVA. Il y a, le 3 février, on vient de signer justement une dérogation pour que les importations des bovins soient exonérées et de la TVA et que ce soit également exonéré des droits d'importation. Ça, c'est très, très important. Pour justement toujours veiller sur le maintien des prix et veiller sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Ce qui se passe justement, ce qui vient d'être, moi je dirais, une révolution maintenant, cette convergence RMIS de 20% dans le 2026, justement, c'est pour donner à l'entreprise les moyens justement à se ressaisir sur le plan de sa trésorerie et bien évidemment contenir cette pression inflationniste dont il commence justement à se faire sentir. Avec une inflation importée, maintenant, c'est plus, il se marocanise, donc il risque de toucher les prix à la production. Mais là aussi, le levier fiscal, elle est là pour répondre justement à cette préoccupation. Voilà. C'est juste un petit commentaire. Merci infiniment. Merci infiniment aussi pour ces précisions. Je vais me permettre de donner un dernier mot séparé. Je me permets aussi de vous rappeler une chose, parce que j'ai vu tout à l'heure le slide de l'excellente présence dans là-bas. Je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé votre slide sur le target 2026 qui a bien synthétisé les taux. Je pense qu'il faut le garder en tête. C'est la première fois que je le vois cette année. Donc, je pense qu'il est intéressant, il permet de donner vraiment une belle infographie qui est là. Je pense qu'il va bientôt vous êtes prise. Donc, un dernier mot, c'est dans la base de la dernière pour clôturer cette séance. D'abord, merci pour l'invitation et pour l'échange. Je crois que c'est le bâtiment, c'est un petit peu qui a soulevé un débat public, et ça, c'est très, très intéressant et très bénéfique. Aujourd'hui, les gens commencent à s'intéresser à. Vous avez parlé un petit peu de la taxe carbone, c'est quelque chose qui était un peu discuté au niveau des aides fiscales. Aujourd'hui, normalement, il y a un petit peu, normalement, on devait trouver un dispositif pour l'incitation d'une fiscalité verte. Pour tout ce qui touche aujourd'hui, vous le savez, aujourd'hui, les véhicules hybrides, ils sont dispensés de la vignette. Ça rentre un petit peu dans le cadre de cette fiscalité verte. Vous avez un peu des mécanismes concernant l'acquisition des panneaux solaires et tout ce qui va avec.
Et aujourd'hui, il y a un grand travail à faire sur, je crois que les instances internationales aujourd'hui, ils financent de plus. Tout ce qui touche, comme il a dit, donc mes collègues, TVA et l'environnement, et tout ce qui touche à la politique du genre. Voilà un petit peu les deux axes sur lesquels aujourd'hui nous devons tous travailler. Mais ce que je dis aujourd'hui, ce qu'il faut retenir de cette loi de finances, il y a deux choses. C'est la convergence vers un pays en matière pièce, la convergence vers les globales et l'amélioration des conditions de gouvernement pour une meilleure administration de l'État. Voilà un peu le temps. Peut-être que cette année, normalement, il va y avoir un très grand chantier qui est celui de la neutralité de la Terre. Comme vous le savez, c'est un chantier qui est démarré en 2014 avec la règle de décalage, avec le bivoire, peut-être c'est déterminé. Le technicien un petit peu ici. Mais aujourd'hui, c'est un très très grand chantier. On a convergé vers une neutralité totale de la Terre, qui sera un grand défi. Et je crois aussi qu'un deuxième défi, c'est celui de l'intégration de la Terre. Aujourd'hui, il y a deux éléments clés, et je crois que c'est le travail de cette année. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une feuille de route, il y a une loi 4. Le chemin est très très clair, et j'espère que d'ici 2026, on aura une stabilité totale de la loi fiscale. Et merci. Un message très important sur lequel je voulais partager avec vous, c'est qu'il faut dire qu'il y a un changement de paradigme quant à l'action de l'État. Peut-être qu'on est en train de changer un peu sa manière de, surtout en termes d'incitation. On se détache un peu de tout ce qui est levier fiscal, et justement, on s'imprègne beaucoup plus un peu de l'esprit de charge d'investissement pour justement faire de l'aide directe un moyen justement, cette fois-ci, de levier et d'incitation. On attend le RSU, et on a commencé l'exemple, on a commencé l'expérience dans le secteur de l'habitat. Il y a des aides directes qui sont prévues. Et justement, pour dire qu'il faut se détacher un peu, pour changer un peu, comme j'ai dit, de paradigme, fiscalité versus aide directe. Et tout à l'heure, peut-être, on n'a pas dit un mot sur la dépense fiscale, c'est un grand champ de bataille. 2023, on a donné un cible. Oui, justement, mais justement, l'idée, c'est que j'ai donné l'exemple du secteur de l'immobilier. Donc, cette année, on est parti beaucoup plus sur le direct, au détriment justement de tout ce qui était un certain moment justement de législation. Alors, avant de donner la parole à ma conseillère, je vais me permettre une proposition pour le prochain événement pour rester dans le low carbone. C'est bien que la prochaine fois, Richard, on a des petits vélos pour pédaler au début, générer l'électricité de la Réunion. Il faut y penser. Je pense que les amis british sont portés sur ça, donc ça serait une bonne chose. À toi la parole. C'est juste pour compléter un peu dans le même sens, en fait. On a une tendance globale macroéconomique, que ce soit par les textes de loi, par la charte d'investissement, etc. Et je trouve que la loi de finances est dans cette tendance qui est encourageante et qui favorise la transparence de l'information comptable et financière via des systèmes et des mécanismes de développement, d'optimisation fiscale pour nos structures aujourd'hui. Et sans cette transparence, on ne peut pas aller de l'avant. Donc, c'est une loi qui encourage cette année. C'est la première fois, moi, je pense, qu'on parle d'une projection de figer l'IS et certains impôts jusqu'à 4 ans, 5 ans, jusqu'à 2026. Et c'est quelque chose qui nous permet, nous, en tant que conseillers, de pouvoir poser nos business plans pour les entreprises de n'importe quelle taille et d'aller sur d'autres optimisations fiscales qu'on peut avoir, notamment carbone, RSE, etc. On a d'autres chantiers qu'on peut développer par les futures lois de finances et qu'on fige certains taux dans une prévision de 4 ans, 5 ans. Voilà, c'est oublié. Merci pour les intervenants. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Merci pour ce partage et votre expérience et tout ce que vous pouvez nous apporter. Merci. Je me permets, merci à tous pour cette belle réunion et ce moment de partage. Je veux dire, je rebondis sur ce que vient de dire ma consoeur. Si d'ici 2026, nous sommes toujours là, vu l'intelligence artificielle qui en fait désormais tout fait. À ce moment-là, on sera sous les palmiers, on sera tous en vacances. C'est l'émergence de la société des loisirs. Ça sera terminé, plus de travail. Donc je me permets de vous souhaiter à tous et à très bientôt et très bonne soirée à tous.